Bien, alors on va commencer cette journée maintenant que nous sommes tous réunis. Et donc je présente rapidement et avec beaucoup de plaisir Virginie Leroux, qui est directeur d'études à l'EPHE, spécialiste de la littérature néo-latine et plus particulièrement des questions de poésie et de poétique néo-latine. Virginie donc, est une spécialiste au départ de Marc-Antoine Muret, ce qui n'est pas rien. Elle a fait une édition des Juvénilia, puis s'est intéressée au sommeil pendant quelques années. Bon, elle est responsable de la revue Kamenae, où beaucoup d'entre nous vont souvent lire des articles. Et alors, vraiment tout récemment, et le livre est déjà arrivé dans les bonnes mains d'ici, Virginie, donc, avec Émilie Séris, a publié une anthologie des théories poétiques néo-latines. Alors c'est avec toute une équipe qu'elle a dirigée, c'est magnifique, voilà, donc c'est toute une série de textes, il y a différentes entrées poéticiennes avec les textes latins et les traductions en français, et donc voilà, on peut maintenant lire avec plaisir ces théories poétiques néo-latines. Voilà, et puis elle va nous parler de ce qui est inscrit au tableau. Merci beaucoup. Donc, je voudrais d'abord remercier très chaleureusement Dominique Rouget et puis Jean-Charles de leur invitation, aussi Florian pour une merveilleuse organisation. Je suis très heureuse d'être parmi vous. J'ai pris beaucoup de plaisir à traquer les métaphores végétales et animales. Alors, bien sûr, j'en avais déjà rencontré au cours de mes travaux, mais je ne les avais jamais vraiment considérées en tant que telles. Et donc cette journée a été l'occasion pour moi d'explorer sous un nouvel angle le corpus des poétiques néo-latines. Donc les métaphores naturelles, qu'il s'agisse du discours être vivant, de l'agriculture ou des paysages poétiques, ont fait l'objet d'analyses approfondies de Perrine Galland, qui sont regroupées à la fois dans le reflet des fleurs, mais aussi dans les articles du recueil qui s'intitule « Les yeux de l'éloquence », qui s'achève par une très belle étude consacrée aux yeux du pan. Or, ces images, qui sont issues d'une triple tradition philosophique, rhétorique et poétique, que Perrine Galland étudie surtout dans des corpus poétiques, et pour la Renaissance en particulier dans le corpus des sylves de Pollicien, sont moins présentes qu'on pourrait le penser dans les traités de poétique humaniste composés en latin. Et en effet, lors de mon premier repérage dans les différents traités que j'ai coutume de fréquenter, vous avez la liste qui apparaît devant vous, j'ai été presque étonnée en fait, du faible nombre de métaphores animales et végétales. Alors ce faible nombre tient d'abord au fait que le style de ces traités de poétique est souvent aride et très peu fleuri. Donc je n'ai ainsi trouvé aucune métaphore végétale ou animale dans le De Poetiche de Bartolomeo Fonsio, qui est composé dans les années 1490-92. On est dans le contexte polémique de la Florence des Médicis en son déclin, et ça peut paraître d'autant plus étonnant qu'il s'agit d'une poétique largement héritée de l'épître aux Pisons, mais à la différence d'Horace et de son condisciple Pollicien, Fonsio a fait le choix de la prose, et d'une prose sans figure. Il en va de même du De Poeta de Minturno. Donc, il s'agit cette fois d'une poétique aristotélicienne. Elle est parue en 1559, mais elle a vraisemblablement été composée dans les années 1540. Et alors là, ça peut aussi paraître étonnant parce que ce traité, qui adopte la forme du dialogue, s'ouvre sur la description d'un cadre somptueux qui présente toutes les caractéristiques d'un paysage métapoétique. Je vous redonne le contexte. Pour fuir une épidémie de peste qui sévit à Naples, les savants et les poètes, qui sont les interlocuteurs du dialogue,
se sont réfugiés dans une villégiature au bord de la mer, à Mergimina, dans laquelle Saint-Nazaire possède une villa dédiée à la Vierge Marie. Alors, je vous donne quand même ce paysage méta-poétique. Donc ils sont assis sous un portique qui offre une vue magnifique et sous montée, imitant une question de Sévola dans le De Oratore, propose d'imiter les disciples de Socrate qui ne se réunissaient, dit-il, jamais sans discuter d'une qualité de l'âme. C'est à ce moment-là que Gaoricus, qui est le platonicien du dialogue, évoque le fameux Platane et la source du Phèdre, à l'instar de Cicéron qui, au début du De Oratore, signale que le platane touffu du jardin de Tusculum, au pied duquel s'assoient Crassus et ses amis, est semblable à celui des bords de l'Ilissos. Donc Minturno amplifie la référence de Cicéron et compare le locus amoenus du Phèdre à la luxuriante nature napolitaine. C'est le passage que je vais vous traduire. Donc, alors, Gaoricus, bien plus, si l'ombre du platane, qui ombrageait le lieu en étalant largement ses branches, si la suavité des fleurs qui emplissaient tout de leur senteur, si la fécondité de l'herbe verdoyante qui recevait moelleusement les têtes de ceux qui s'allongeaient dans le pré, si le souffle doux de la brise qui agite les fleurs et allège la chaleur, si la source d'eau fraîche particulièrement limpide qui faisait croître le platane et les herbes, si les statues des nymphes qui manifestaient que la source avait été consacrée aux dieux, si enfin le chant suave et mélodieux des cigales dont résonnait de partout la colline, si tout cela charmait Socrate lui-même, un philosophe grave et sévère, et le poussa à cette magnifique discussion sur la beauté, pourquoi nous, qui ne sommes pas insensibles, ne serions-nous pas inspirés par ce lieu, joyeux d'une côte particulièrement agréable, cœur de l'agrément, cette villa située si élégamment et si harmonieusement, ce promontoire si riant, vrai plaisir de l'esprit, repos des soucis, cette contrée de collines verdoyant si loin et de façon si riante, cette si grande abondance d'arbres si fertiles, ce vert si joyeux du pré herbeux, cette si belle variété des fleurs, cette senteur si suave, ces rocs si herbeux, cette mer si calme, qui répand son doux murmure presque au pied de l'assistance, et dans laquelle on peut parfois contempler non seulement des bancs de poissons, mais aussi des nymphes, vivantes et non peintes, qui jouent entre elles dans les ondes parmi les dauphins, cette fécondante brise, pour reprendre les mots de Lucrèce, enfin, ce chant si doux et si fréquent des oiseaux. Toutes ces qualités, si nombreuses et si agréables, ne nous inciteront-elles pas à quelques conversations en charmant au plus haut point nos esprits. Donc vous voyez que Minturno commence par signaler son modèle cicéronien, ce que je vous ai mis en rouge, en reprenant exactement les mots par lesquels le rhéteur décrit le platane du Phèdre. Cependant, il amplifie le charme et la douceur du cadre du dialogue platonicien pour montrer qu'il est adapté à une discussion sur la beauté. Et donc le paysage marin de la baie de Naples, que les poèmes de Giovanni Pontano décrivent d'eux-mêmes comme un paysage luxuriant peuplé de nymphes, rappelle un autre intertexte, puisque cette fois, poétique, pardon, cette fois, celui de l'invocation à Vénus, qui ouvre le De Rerum Natura de Lucrèce. Donc les nombreux motifs métapoétiques, sources, fleurs, prés, chant des oiseaux, brise fécondante, annonce le sujet du dialogue, la poésie, mais correspondent aussi à l'esthétique spécifique de l'école de Naples, puisque les superlatifs, les intensifs tam et tantus et les superlatifs caractérisent un locus amoenissimus. Et en effet, la nécessité de l'excellence en poésie, qui est revendiquée aussi par Horace, devient chez Giovanni Pontano et chez ses disciples une exigence esthétique qui implique magnificence et exception permanente, tant en ce qui concerne l'invention que la disposition ou l'élocution. Alors que l'éloquence est une technique qui sert une cause,
la poésie n'a d'autre fin que la perfection de son art, et son office est de susciter l'admiration d'une aristocratie lettrée capable d'en saisir la beauté. Donc on voit bien comment le cadre du De Poeta restitue l'idéal de sérénité et d'excellence, propice à la production des plus beaux vers possibles pour une commune délectation. Alors on se souvient que les interlocuteurs du De Oratore prennent place sous un platane, mais pas par terre. Ils ont fait venir des coussins pour respecter le décorum. Ici, le cadre du De Poeta est un lieu d'exception pour correspondre à la poésie d'exception que doit produire le poète napolitain. Mais malgré ça, ensuite, dans les 6 livres qui constituent le dialogue, je n'ai trouvé aucune métaphore animale ou florale. Pourquoi ? Parce que les interlocuteurs du dialogue privilégient la précision d'un vocabulaire technique et une nomenclature poétique. Donc je vais me concentrer sur les 3 traités dans lesquels j'ai trouvé des métaphores animales et végétales. Donc je les confronterai à d'autres textes théoriques. D'abord pour évaluer les parties de la poétique qui sont concernées par ces métaphores. L'inspiration, la nécessité de l'art, la mimésis, l'imitation, les figures ou les qualités du style. Ensuite, pour analyser les enjeux spécifiques du recours à une métaphore empruntée au règne végétal ou au règne animal, donc il s'agit de l'opposition entre nature et culture, ou de la tension entre animalité et humanité. Et enfin, pour étudier la façon spécifique, donc chaque traité aborde ces métaphores, spécificité qui tient à des raisons méthodologiques et esthétiques, et qui engage donc à la fois la nature des traités et aussi une conception théorique de la poétique. Donc je m'intéresserai d'abord à la poétique du Suisse Vadian, en hommage aux autres, donc qui est conçue dans un contexte scolaire. Donc pour montrer qu'elle exploite surtout les vertus pédagogiques de la fable et les images héritées de Quintilian. Ensuite, j'analyserai la poétique de Vida, donc une poétique en vers, particulièrement métaphorique, dans laquelle les métaphores végétales concourent à une poétique de l'Enardeia. Et je terminerai par les Poetiques Libri Septem de Jules César Scaliger, pour voir dans quelle mesure son modèle aristotélicien, comme le modèle théologique qu'implique sa conception du poète divin, mais aussi son attention à l'étymologie, ou ce qu'on a pu appeler sa compulsion taxonomique, conditionne son usage des métaphores végétales et animales. Donc en guise de préambule, et pour fournir un point de comparaison, bon, aussi parce que j'aime beaucoup ce texte, je vais commencer par un exemple de métaphore végétale appliquée au processus métaphorique, donc, qui se trouve dans le De Sermone de Giovanni Pontano, donc, qui n'est pas un traité de poétique à proprement parler, mais un traité de conversation qui s'apparente à un traité de civilité. Donc le passage qui nous intéresse est situé dans un développement qui est consacré aux plaisanteries, largement inspiré du De Oratore de Cicéron, et il y est question de grossièreté et plus précisément d'obscénité. Donc les interrogations qui portent sur l'obscénité du lexique, elles ne sont pas neuves, et elles touchent au cœur de la réflexion antique sur le rapport qu'entretiennent les mots et les choses. Donc la position stoïcienne est ainsi résumée par Cicéron, une formule qu'on a attribuée à Zénon. Le sage parlera sans circonlocution. Donc pour les stoïciens, il n'y a rien d'obscène, rien de honteux à dire. Voir de l'obscénité dans la désignation directe d'une chose revient à pervertir le langage, et c'est contraire à l'attitude du sage qui doit désigner les choses de façon transparente. Pour Cicéron, au contraire, tout l'enjeu repose sur l'opposition entre le mot et la chose.
Donc il défend l'idée d'une obscénité explicitement située dans les mots qu'il convient d'éviter sous peine de dégradation morale. On comprend pourquoi il ne va pas jusqu'à décrire les actes qu'il réprouve, dont il ne livre que les circonstances. Donc c'est cette conception que développe Pontano, et il recourt pour l'exposer à la métaphore de la greffe. Donc je vous traduis le début du passage. De même que les paysans utilisent la technique de la greffe sur les arbres stériles, afin de rendre fertiles et adaptés au jardin les arbres issus des forêts, de même, les hommes spirituels recourent à l'art et aux métaphores, translationibus, pour rendre honnêtes les réalités naturellement laides et transformer en réalités gracieuses et spirituelles des réalités obscènes en elles-mêmes. Et pour illustrer ce procédé, il a recours à une anecdote qui fait précisément intervenir un végétal. Donc je vous résume l'anecdote. Dans une cour déshonorée par les amours effrénés de jeunes gens, par un jour de grande chaleur, alors qu'un page repose dans une petite pièce dont le plus simple appareil, l'action des zéphyrs écarte le mince drap dont il s'était couvert. Et là, un courtisan raffiné, ce que dit Pontano, remarque une courge qui pendait sur sa branche. Et il s'exclame, c'est le passage que je vous ai mis en bleu, c'est étonnant comme cette courge qui a poussé dans du fumier a déjà bien grandi. Bon. Et donc Pontano commente cette réplique spirituelle en mettant en valeur l'art de la translatio, une greffe, métaphore, qui associe deux opérations. Donc là, je vous traduis le passage en violet. Voyez-vous ce que l'art lié au génie... Alors, bon, on va voir qu'Ingegno, bon, j'ai laissé génie, ses talents, ses naturels, a effectué. En appliquant au membre viril la métaphore de la courge, il a tout d'abord rendu l'expression honnête. Ensuite, s'il a exprimé une réalité honteuse par des mots honnêtes, il l'a aussi mise en accusation en utilisant cette même métaphore. En effet, c'est en se nourrissant de fumier que la courge a grandi de façon remarquable. Donc, par cet embellissement qui rend l'expression honnête, il a désigné une pratique sexuelle honteuse et il l'a ridiculisée. On voit que, par sa forme, évidemment, la courge métaphorise le sexe masculin, mais que par ses propriétés, se nourrir du fumier, elle permet de fustiger la dépravation de la cour. Donc l'honnêteté du vocabulaire sert ici à la visée morale du mot d'esprit, et l'image de la greffe, me semble-t-il, fait aussi référence à un tutorat qui règle et qui maîtrise les désordres de la nature. Et donc l'obscénité est dépassée au profit d'une admiration qui concilie venustas et dignitas, l'idéal esthétique étant inséparable d'un idéal éthique. Donc c'est cet idéal éthique qu'on va retrouver dans la poétique de Vadian. Donc elle est composée en 1513, elle est revue et publiée à Vienne en 1518. Donc dans la préface, Vadian affirme qu'il a écrit son traité pour répondre à la demande de ses étudiants et pour éduquer son jeune frère Melchior, à qui est dédié l'ouvrage. Et donc il vante en particulier le caractère propédeutique de la poétique qu'il entend mettre à la portée de jeunes lecteurs. C'est la raison pour laquelle le traité se concentre sur des questions générales et donc délègue aux ouvrages d'autres maîtres le soin d'enseigner à Melchior les aspects les plus techniques de l'invention, de l'élocution et de la métrique. Donc il n'y a rien sur la métaphore, par exemple, dans ce traité. Alors il n'y a rien sur la métaphore, mais en revanche, l'usage de comparaison et d'images à des fins pédagogiques est explicité par Vadian dans le chapitre 21 du traité. Alors il a des titres très très longs,
une traduction française, que les auteurs de choses illustres ont fréquemment utilisé les témoignages et les réflexions des poètes. Le titre du chapitre 21. Et donc c'est un chapitre qui s'appuie notamment sur le chapitre 11 du livre 5 de l'institution oratoire, consacré aux exemples, exemplum, qui constitue le troisième genre de preuve. Donc, équivalent du grec paradigma, l'exemplum est d'une part associé à la similitudo, donc parabole et imago eikon, et surtout il est lié avec l'antimème syllogisme rhétorique, donc constitue la forme la plus simple de l'argumentation. Donc il faut distinguer ce chapitre du livre 5 du chapitre 3 du livre 8 qui étudie l'usage de la similitude pour orner le discours. Chez Vadian, ce qui l'intéresse, c'est la preuve. Or, dans le chapitre 11 du livre 5, Quintilien prend souvent des exemples qui font intervenir des plantes et des animaux. Donc c'est d'abord l'exemple du raisonnement socratique qu'il fournit, je ne l'ai pas mis, mais surtout le cas des similitudes qui aident à prouver ce que l'on avance. Le passage que je traduis. Par exemple, si l'on dit qu'il faut cultiver l'esprit, on prendra comme point de comparaison la terre qui, négligée, donne des ronces et des épines, cultivée des fruits. Ou, pour exhorter à l'action politique, on peut montrer que même les abeilles et les fourmis, qui sont des êtres dénués de parole et qui sont même de petits animaux, n'en travaillent pas moins pour la communauté. Alors, je relève juste une petite chose parce qu'on pourra s'en servir ensuite, c'est que s'il y a identité entre la parfaite identité entre la culture de la terre et la culture de l'esprit, dans le cas de l'animal, il s'agit d'un argument a fortiori, donc qui exploite la différence entre l'animal et l'être humain. Il me semble que ce sera une constante dans l'usage de métaphores animales. Et donc c'est encore au règne animal que sont empruntées les subdivisions en moins et plus semblables, je ne vous ai pas mis non. Donc c'est tout naturellement que Vadian reprend ces métaphores dans son traité, à commencer par les métaphores agricoles. Donc, il en est question pour plusieurs parties de la poétique. La première qu'on va examiner, c'est celle de la nécessaire conjonction de la nature et de l'art. Et comme la question a déjà été traitée par Quintilien, Vadian commence par citer Quintilien. Donc c'est le passage suivant. Donc ici dans tout le paragraphe, je ne vous traduis que le début. Qui de l'art ou de la nature contribue le plus à l'éloquence? Je sais qu'on demande encore... Oui, pardon, je vous ai traduit le titre. Je sais qu'on demande encore qui de l'art ou de la nature contribue le plus à l'éloquence. Cette question, à la vérité, est indifférente à mon sujet, puisqu'il faut le concours de tous deux pour former un orateur parfait. Cependant, je crois qu'il importe beaucoup de déterminer comment, dans les discussions qui s'élèvent sur ce point, la question doit être entendue. Car si l'on sépare entièrement l'art de la nature, nul doute que celle-ci ne puisse beaucoup sans la science et que la science ne puisse rien toute seule. Que si l'un et l'autre concourent également, mais dans des proportions médiocres, je crois que la nature aura encore le dessus, tandis que ceux qui posséderont ces deux avantages à un degré éminent devront, selon moi, plus à la science qu'à la nature. Ainsi, le plus habile laboureur perdra son temps à cultiver un terrain stérile, tandis qu'une bonne terre produira, même sans culture, quelque chose d'utile. Mais un sol fertile et cultivé devra plus à la main du laboureur qu'à sa bonté native. Alors Vadian interprète le passage en le, enfin vous allez me dire ce que vous en pensez, mais en le gauchissant un petit peu. Donc voilà comment il le paraphrase, je vous traduis. Voici ce qu'écrit le divin rhéteur Quintilien, dont le jugement est parfaitement accompli. Dans ce passage, donc pour m'en faire l'interprète pour toi, il compare tout à fait clairement
le talent à qui fait défaut la disposition naturelle qui porte à embrasser une doctrine, c'est là que ça gauchait un petit peu, a un champ stérile qui ne produit absolument rien de raffiné, mais dont les productions ne peuvent que manquer de saveur et de maturité. Comme si l'art doit résulter aussi d'une propension naturelle, ce n'est pas du tout qu'intime. Et j'attire votre attention sur l'adjectif kultum, qui est à l'origine un participe parfait passif, et qu'ici, alors j'ai traduit par raffiné, mais il me semble qu'on pourrait presque le traduire par achevé, en se fondant sur la valeur d'aspect associée au parfait, hein, qui s'applique à une action achevée, conduite à sa maturité. Mais donc une polysémie du terme kultum qui renvoie à l'agriculture, mais aussi à la perfection, à la maturation du temps. Alors, cette métaphore agricole, on la retrouve dans le chapitre 12, intitulé « Combien est grande la puissance de l'exercice dans toute chose ?» Je vous traduis le passage qui concerne cette fois l'exercice. Donc l'exercice régénère, renforce et achève tout ce que nous entreprenons, poussés par la nature, ou que nous accomplissons de nous-mêmes par l'étude des arts, comme les souffles des zéphyrs et le printemps le font pour la terre engourdie par le froid, lorsque Phébus, montant vers notre cygne, fait tout renaître par sa chaleur. Il introduit une Vénus féconde et orne les champs. En effet, s'il ne s'ajoute à la nature, aussi bonne soit-elle, l'entraînement et l'exercice qui gouvernent l'art et sa méthode, nous n'attendrons pas un grand fruit ni de l'un ni de l'autre. En effet, la nature qui produit en abondance et exhorte sans cesse à ce vers quoi elle tend à la ruine si elle est privée d'expérience, de même qu'une bouture que la terre a produit se dessèche si elle est négligée en raison d'un défaut du lieu ou de la chaleur de l'air ou de l'absence d'eau pour le nourrir. Alors là, pour le coup, par rapport à Quintilien, on a une exposition originale de la métaphore agricole, puisqu'il faut non seulement le champ, le sol fertile qui correspond à l'ingénium, l'art de l'agriculture qui correspond à l'ars, mais en plus donc l'exercice qu'il assimile aux adjuvants de l'agriculture, que sont les conditions climatiques, donc l'eau, le soleil, etc. Et pour laquelle il réintroduit la fameuse Vénus de Lucrèce, assimilée à une puissance de fécondation. Donc voilà pour l'usage complet de cette métaphore pour la question de la nécessaire conjonction de la nature, de l'art, mais aussi de l'exercice. Alors cette métaphore, elle est aussi exploitée à propos de l'imitation. C'est là qu'on retrouve la métaphore de la greffe, mais différemment employée. Donc je vous traduis le passage. En outre, tout ce que tu lis chez les autres, place-le dans ton œuvre en guise d'aide et greffe-le comme des boutures dans cet arbuste que tu t'es consacré à cultiver au mieux. Et à mon avis, ce n'est pas une grande impiété de suivre même les vices et d'être abusé par l'apparence du bien chez un excellent auteur. Comment, en effet, dans les premières études, respectera-t-il les rites sur tous les points, celui à qui il est à peine donné de les connaître, s'il n'a pas un guide qui le précède? Donc là, on voit que la métaphore de la greffe est au service d'une conception pédagogique qui valorise l'imitation systématique de tous les bons auteurs et que, comme chez Fontano, bien qu'il s'agisse de choses très différentes,
ce qui prévaut, c'est l'image du tutorat, qui est là, donc incarné par le modèle antique qui doit guider le jeune poète. Et dernière image, donc là on quitte un peu l'agriculture, c'est, mais l'image chère à Vadian, c'est celle des fleurs qu'il faut repérer par les épines, autre formulation de livret qu'il faut séparer des grains. Donc héritée du chapitre 13 de l'évangile de Matthieu, elle est particulièrement adaptée pour penser l'héritage païen dans le contexte chrétien de la Renaissance. Donc on la rencontre 3 fois, je me suis limitée à 2 exemples. Donc le premier figure au chapitre 21, donc celui qui précisément est consacré aux exemples, dans laquelle Vadian reformule l'idée que les emprunts peuvent être faits en tout lieu, chez n'importe quel auteur. Je vous traduis le passage. En effet, de même que les bons fruits ont du prix quel que soit le champ dans lequel ils croissent, de même, la vérité est elle-même digne de la faveur publique, quel que soit son auteur, particulièrement si elle peut soutenir des points communément revendiqués. Épicure fut sur de nombreux points le philosophe d'une doctrine nuisible. Sénèque dit cependant qu'il en a profité davantage de jour en jour, c'est là que vient notre métaphore, tandis qu'il cueillait en se promenant parmi les épines les fleurs des herbes suaves. Alors, on songe d'abord à la pratique des excerpta, particulièrement recommandée pour les jeunes gens. Évidemment, l'exemple donné ici se situe dans un contexte païen, mais il me semble qu'il vise essentiellement un public chrétien, et comme dans le Doctrina Christiana, que Vadian revendique, légitime en tout cas, les emprunts faits aux auteurs païens, et c'est explicité, alors pas par une métaphore agricole, mais dans la suite du chapitre. Donc les auteurs païens sont dignes d'être fréquentés et imités, à condition qu'on sache faire le tri. D'où la valorisation chez Vadian du jugement critique, iudicium, qui se voit consacrer un chapitre entier, et c'est dans ce chapitre qu'on va retrouver la métaphore du grain et de l'ivraie, alors cette fois à propos d'Ovide. Donc conformément à une conception agonistique de la littérature qui est héritée des Grecs, puisqu'en fait, je fais un petit détour par l'élégie. Donc, conformément à cette conception agonistique de la littérature, Quintilien compare les élégiaques latins, qui caractérisent par un ou deux adjectifs, ce qui va permettre aux humanistes d'amplifier considérablement ces adjectifs. Je vous rappelle, je vous ai mis le passage. Pour l'élégie aussi, nous défions les Grecs, et Tibulle me semble être l'auteur le plus châtié et le plus élevé. Certains préfèrent Properce, Ovide est plus léger que les deux, Gallus plus sévère. Donc pour exprimer cette opposition, Vadian caractérise les deux auteurs par des paysages métastylistiques qui sont inspirés de Quintilien. Je vous traduis le paysage. Pour ma part, de même que je considère que Properce est inférieur à Tibulle pour l'élégance et la douceur, je lui confère le premier rang pour la culture variée, puisée pour une bonne part aux sources grecques, et par la nouveauté pleine de charme de certains mots. Si on les confronte, Tibulle est semblable à un fleuve paisible dont le lit coule sans dénivellation par des champs fleuris, à une onde limpide et à une gorgée suave. Tandis que Properce ressemble davantage à un torrent, souvent poussé vers des rivages hostiles, dont la course est plus heurtée et plus rapide que ses propres bas-fonds, et dont on dirait cependant les ondes dérivées de sources montagneuses. Donc la douceur l'emporte chez Tibulle, la culture chez Properce, tous deux remarquables par l'art et le talent. Donc on reconnaît les métaphores usuelles de la stylistique des anciens. Je parle juste des paysages qui caractérisent l'opposition entre le style moyen et le grand style chez Cicéron, Denis d'Halicarnasse,
et surtout chez Quintilien, puisque Quintilien utilise un paysage, quand je vous l'ai mis là, je vais peut-être passer avec des rives verdoyantes, etc., pour caractériser le style moyen qui est précisément le genus floridum. Et donc Vadian utilise l'adjectif floridos, donc on pourrait penser qu'il fait référence au style moyen, mais vous voyez qu'il introduit encore des nuances pour faire de Properce le représentant d'un degré intermédiaire entre le style fleuri des Tibules et le style élevé. Donc le paysage métapoétique sert à préciser la caractérisation stylistique. Or, un tel paysage est aussi élaboré à propos d'Ovide. Alors Ovide qui arrive en seconde position dans le canon de Vadian, choix un petit peu étonnant pour un poéticien quintilianisant, puisqu'on sait que Quintilien fustige les défauts d'Ovide, d'abord pour sa lascivitas, et puis aussi pour la trop grande indulgence qu'il a pour son ingénium. Et Vadian assimile l'ingénium à la lubricité, par un jeu de mots entre génie de l'inspiration et penchant naturel pervers. Donc, ce double sens se retrouve dans le paysage qui caractérise les élégies d'Ovide. Je vous le traduis. Il est par ailleurs un poète élégant qui mérite d'être élevé parmi les princes des élégiaques, érudit et varié, indépassable pour la richesse du vocabulaire et pour son heureuse abondance, même dans les sujets les plus infimes. Et pour résumer ma pensée, tout à fait semblable à un pré, où toute la végétation rit et fleurit comme si elle poussait d'elle-même, et croissait sans culture, comme par la fécondité de la nature. Si Nazon l'avait corrigée en la cultivant un peu plus, et n'avait pas permis que parmi les herbes fertiles pullulent l'ivraie, certes agréable à regarder mais inutile, la dignité de la langue romaine aurait eu un autre Ovide, et cela apparaît aujourd'hui, bien que même cela ne semble pas lui manquer. Donc on voit bien que Vadian développe le jugement de Quintilien, et surtout que chez lui, l'enjeu moral prime, et que ce qui est important, c'est le fruit que les lecteurs doivent tirer de l'œuvre, qui prime sur la question stylistique. Donc si Vadian accorde une place importante à la métaphore agricole, il privilégie, comme on l'a vu, les vertus éducatives et propédeutiques de la poésie, dont l'élève doit savoir tirer les fruits. Alors il fait aussi appel à la fable pour séduire les auditeurs les moins avisés, conformément aux recommandations de Quintilien. Pour Quintilien, l'exemple le plus efficace, c'est l'histoire. Mais on peut aussi utiliser la littérature et la fable ésopique, je cite, qui exerce ordinairement de l'influence sur les esprits frustes et incultes, lesquels écoutent les fables avec plus de naïveté et, séduits par le plaisir qu'ils éprouvent, croient aisément ce qui les charme. Donc la fable est utile parce qu'il s'adresse à des jeunes gens, il s'adresse aussi à des jeunes gens moins cultivés ou intelligents que d'autres. Et justement, toujours dans le chapitre 21 sur l'exemple, ce sont des métaphores animales qu'il utilise pour rendre compte de l'action de ce type de preuve. Je vous traduis le premier exemple. Celui qui tire une bête de somme en exerçant par des coups une contrainte un peu trop violente la rend d'ordinaire farouche, alors que celui qui apaise de la voix ou de la main un immense taureau attaché par une petite corde le conduit souvent où il veut. Et en fait, c'est toujours à propos de ceux qui manquent de sagesse et d'érudition que Vadian va utiliser la fable animale. Donc, je vous ai mis un exemple parce qu'il m'a beaucoup intrigué. Je vous le traduis. C'est de cette catégorie que relève aujourd'hui la plus grande part de l'érudition simulée.
La plupart des gens préfèrent en effet sembler érudits et sages aux yeux du vulgaire chancelant et de la plèbe ignare, par un procédé efficace plus rapide que tout autre, le mépris des choses non vulgaires qu'ils ignorent, de sorte que parfois, la multitude qui manque de jugement pense qu'ils connaissent des secrets bien plus remarquables que ces choses non vulgaires. Je suis confuse, c'est vraiment traduction mot à mot. Ces faux savants imitent la renarde qui méprise les testicules pour se nourrir du vent du faux semblant. Je ne sais pas si vous avez déjà croisé ça. J'ai cherché chez Erasme, j'ai cherché chez Ésope, j'ai cherché un peu partout. Et grâce à Google merveilleux, j'ai trouvé une lettre d'Enea Silvio Piccolomini, qui est une défense de la poésie, donc adressée à Johannes Eileen von Stein. Donc il est à Vienne et critique les Allemands qui n'accordent pas assez d'importance à la défense de la poésie. Et donc il s'en prend à ceux qui se disent philosophes et donc disent qu'ils méprisent la poésie parce qu'ils sont philosophes. Donc exactement dans le même contexte. Donc je vous le lis parce que là pour le coup il y a beaucoup d'animaux. Donc je vous ai mis les animaux en bleu. Donc, même appelle la défense de la poésie à laquelle notre braillard n'aspire pas. Je le crois en effet, car les porcs ne se soucient pas des perles, et le coq d'Ésope méprisa la gatte et aurait préféré trouver de la nourriture plutôt qu'une pierre précieuse. Anne, tu méprises la poésie, tu méprises les causes bovins, tu fuis les humanités chèvres. La poésie aussi te méprise et ne permet pas que tu entres dans ses cœurs. Alors que sur tous les sujets tu déraisonnes, je m'étonne qu'en ceci seulement tu sois sage. Alors que tu vois que la poésie t'a été fermée et dérobée, tu dis refuser son commerce. Voilà du bon sens. En réalité, je vois que tu es philosophe parce que tu ne désires pas ce que tu ne peux pas avoir. Il serait idiot d'aspirer à ce que tu ne pourrais obtenir. Toi cependant tu vas plus loin et tu nommes ineptie la splendeur de toutes les sciences. Donc voici notre renarde. La renarde vit pendre les testicules de l'âne et crut qu'elles étaient sur le point de tomber. Elle suivit sa proie pleine d'espoir. Cependant, après avoir été longtemps déçue parce que les testicules ne tombaient pas, elle dit « Comme elles sont noires, je n'aurais jamais pu les manger. » Si la poésie est noire pour toi, imbécile, c'est parce que tu ne vois pas son éclat de tes yeux. Ouais, de nuée. Ah oui, donc bon, il s'adresse à des idiots, mais il faut quand même un intertexte un peu poussé pour comprendre cette histoire de renard et de testicules. Bon. En tout cas, la lettre de Piccolomini explique le sens de la fable utilisée par Vadian. Le recours à la fable et au bestiaire dénie toute humanité aux ennemis des belles lettres, ces lettres humaniores qui rendent plus humain. La preuve repose donc sur un argument ontologique, celui de la fracture entre l'animal et l'être humain. Donc voici pour Vadian. Alors, comme la poétique de Vadian, le De Arte Poetica de Vida est quintilianisant dans la mesure où le traité est une institution poétique qui vise la formation complète, morale, intellectuelle, du jeune poète humaniste idéal. Et je vous renvoie sur ce point aux analyses de Péry Morgal. Donc il est adressé dans sa version de 1527 au dauphin de France, François, donc fils de François Ier, qui est en captivité en Espagne avec son frère Henri. On voit que ça peut avoir de l'importance. Il est composé en hexamètre dactylique sur le modèle de l'épître au Pison, et il reprend la structure de l'art oratoire, puisque le premier livre est consacré à des préceptes généraux sur l'éducation, le deuxième à l'invention et à la disposition, et le troisième à l'élocution. Et donc là, pour le coup, on a une analyse de la méthode.
dernière chose, Virgile est présenté comme un modèle inégalable, et donc Vida va mettre ses préceptes en pratique en utilisant un style virgilien. Donc étant donné cette ambition pédagogique du traité, on ne s'étonnera pas de retrouver assez abondamment déployée la métaphore agricole. Je vous ai mis quelques exemples. Là, je vais peut-être passer, on avance sur des choses différentes. Donc, il y en a une première sur la nécessité d'attendre la maturité de l'enfant pour faire un poète, donc avec une comparaison sur la maturité des vignes, je passe. Et cette métaphore agricole s'inscrit dans un contexte où là, je ne sais pas vraiment si c'est métapoétique ou pas d'ailleurs, où le délassement de l'enfant est envisagé sous la forme de séjour à la campagne, où il doit observer les chèvres, chasser des cerfs, et enfin, c'est pour ça que je me dis que c'est peut-être aussi métapoétique, où il doit composer un hymne champêtre pour célébrer les faunes. Je pense que c'est un peu des deux. Et on retrouve là une métaphore agricole qui conclut donc, cette évocation bucolique, qui est celle de la jachère. Elle est limpide, donc je passe. Je vais passer un peu plus de temps sur la métaphore de la greffe, cette fois employée à propos de l'imitation des anciens, puisqu'on va pouvoir comparer l'usage qui est fait de cette métaphore par Vadian. Parce que vous allez voir que Vida lui confère une valeur très différente. Donc, je vous traduis le passage. Alors, en entier, parce que le début est important pour son écriture. Donc il est question des emprunts aux poètes anciens. Souvent certains commettent ouvertement leur vol, désirant apparaître intrépides à tous, et de leur larcin même, ils tirent de la gloire s'ils sont pris sur le fait. Soit, reprenant les mots sans changer l'ordre en rien, ils leur ont attribué avec beaucoup d'adresse un sens très différent, et les ont dépouillés en toute impunité de leur âme première, soit, brûlant du désir d'en découdre, ils s'en prennent à des propriétés depuis longtemps aux mains des anciens, mais mal exploitées. Victorieux, ils trouvent du plaisir à les leur arracher pour mieux les employer. C'est comme les récoltes. En les changeant de sol, nous observons souvent que transplantés, les pousses se dressent vers le ciel avec plus de vigueur, les fruits également, lorsqu'ils oublient la sève dont ils se nourrissaient. Donc, vous voyez que la greffe, loin de rappeler la nécessité d'un guide antique pour le poète nouveau, manifeste la possibilité de surpasser les anciens par une transposition réussie de l'emprunt qui est exhibée. Et c'est exactement ce que fait Vida, puisque le passage rappelle, alors discrètement certes, mais par des allusions qui doivent être limpides pour un bon connaisseur des géorgiques. Donc, le passage des géorgiques qui concerne la greffe, que je vous ai mis en dessous, et donc je vous ai mis en rouge les mots repris, et on note notamment la reprise d'ad caelum en même position métrique qui ne s'impose pas dans le contexte, donc qui est forcément un signal qui manifeste l'imitation. Et donc, ce qui est important, c'est que cette métaphore de la greffe, elle est suivie par une autre forme de translatio, puisque Vida évoque immédiatement après Aîné, qui vit le sort lui sourire, dès lors qu'il transféra, c'est le même verbe, transtulit, ses peines troyennes dans le latio. Donc la greffe réussie contribue à la translatio studii et imperii, célébrée par Vida dans le livre 1 de son traité. Donc Quintilien exprimait déjà cette idée que l'imitation doit être une émulation qui vise à égaler, voire à surpasser le modèle. Donc Vida stimule ici l'ambition des poètes néo-latins à un moment où la gloire littéraire apparaît comme un relais de la gloire politico-militaire. Et c'est là que la dédicace au fils de François Ier a son importance. Donc on retrouve les métaphores agricoles. Mais la différence avec le traité de Vadian, c'est que Vida introduit aussi des images métapoétiques qui sont héritées de la tradition hésiodique et pindarique. Vadian, lui, se limite à des métaphores agricoles parce que ce qui l'intéresse, c'est le fruit, c'est l'utilité, c'est l'art. Vida, lui, va exploiter des métaphores naturelles où l'imaginaire floral
des muses pour mettre en scène l'inspiration poétique. Donc je me contenterai de 2 passages. Le premier, situé à la fin du livre 2, évoque l'absence de prise du poète sur son inspiration qui relève de la volonté divine. Et alors ce qui est amusant, c'est que en fait, c'est exactement la même image que celle que Vadian utilise pour l'exercice. Mais pour rendre compte du contraire, c'est qu'on ne peut rien faire, l'inspiration est là ou n'est pas là. Donc je vous traduis le passage. Oui, mais ce sont plutôt les dieux qui, dans nos âmes, infusent cette ardeur. Plutôt les dieux. Aussi, bienheureux est celui qui s'est montré capable d'attendre le moment où arrive le Dieu et la fièvre sacrée, et de soustraire un temps son esprit à l'ouvrage qu'il avait entrepris, jusqu'à ce que le ciel, se métamorphosant, redevienne clément. Le moment convenable viendra spontanément, pas de convocation. Les feuillages, parfois, aux forêts, font défaut, ainsi qu'on source l'eau. Les rivières profondes ne coulent pas toujours en dépassant leurs berges. À plein flot, le printemps ne fleurit pas toujours les champs ensoleillés. Donc, on voit que la comparaison avec Vadian est instructive. Puisque ce que met en valeur Vida, c'est l'arbitraire divin. Alors certes, le furor peut et doit être maîtrisé. Ce que Vida signale plus loin, par l'image de la bride, alors c'est intéressant parce qu'il utilise la bride, donc on pense animal, mais il n'y a pas d'animal. Donc je vous le dis une première fois, on viendra sur cette question. Mais bon, puisque je suis là mon fil, on a l'arbitraire divin, et puis on a des fleurs, c'est le deuxième exemple, qui vont symboliser l'inspiration. Donc là, les muses avec des roses qui tombent du ciel, c'est plus connu, donc je passe. Donc les fleurs, là, symbolisent à la fois l'inspiration divine par opposition aux fruits de l'art, et puis les fleurs de rhétorique. Donc c'est ça qui va m'intéresser pour terminer. Puisque parmi les fleurs de rhétorique, celle qui intéresse tout particulièrement Vida, c'est la métaphore. Et la métaphore, son énargueia est précisément illustrée par un paysage métapoétique. Donc je vous rappelle qu'on a pu qualifier son esthétique de baroque, qu'il est très sensible aux habits nouveaux, à tout ce qui peut surprendre. Et donc c'est dans ce contexte d'un emploi de mots étonnant qu'il célèbre les capacités métamorphiques de la métaphore qui changent l'aspect des choses. Donc je vais peut-être passer sur le début qui exprime ce que je viens de vous dire, pour lire uniquement le paysage dont j'en viens voilà à Keu cum forte, 2 vers avant le rouge. Il en est ainsi quand parfois un voyageur regarde du sommet d'une roche voisine l'eau toute transparente d'une mer apaisée. Le seul objet réel qu'il ait devant les yeux, c'est une onde mobile. Pourtant, il aperçoit d'un œil émerveillé des bois entrecoupés de prairies verdoyantes, toutes choses dont l'eau, extrêmement limpide, lui offre le reflet, captivant son regard d'une image illusoire. De même, le poète éprouve de la joie à transporter l'esprit des lecteurs, les menant d'un côté, puis d'un autre, et à leur présenter, sous des aspects divers, les choses, évitant ainsi de les lasser. Donc on retrouve ce qui est connu chez Quintilia, chez Félicien, le paysage métapoétique qui exprime la varietas, l'exigence de varietas. Mais on voit que Vida remotive aussi l'étymologie de la métaphore, puisqu'il insiste sur la joie que le poète éprouve à transporter l'esprit. Enfin, il est particulièrement attentif à l'énargueia, donc là je vous renvoie aux travaux d'Agnès Ries, qui a travaillé sur cette question. Et on voit qu'ici,
on n'a pas tellement un style virgilien, mais quelque chose qui est beaucoup plus proche d'Ovide, et on pense à la source de Narcisse, probablement médiatisée par le tableau, la description de Philostrate, dans laquelle la source de Narcisse est devenue le symbole de l'illusion mimétique. Donc, à cette célébration de l'Enargeia se conjugue donc l'éloge de la Varietas, et donc ça me renvoie à un autre tableau où on va retrouver des animaux, et vous allez voir, des animaux qui sont encore pas vraiment des animaux. Donc c'est un tableau qui, me semble-t-il, transpose celui qui ouvre l'épître aux Pisons, mais qui substitue à l'hybride monstrueux décrit par Horace un assemblage hétéroclite qui esquisse des figures animales variées. Je ne suis pas sûre d'ailleurs d'être capable de vous rendre compte de la raison pour laquelle il ne fait que les esquisses, on pourra en discuter. Je vous traduis le passage. Ils doivent en effet donner en quelque sorte des visages variés, des costumes variés à leur vers, afin que l'allure du second, puis celle du troisième, ne soit pas identique à celle du premier. Celui-ci l'emportant grâce à des pieds agiles, à des ailes rapides, effleure avec souplesse une voix toute lisse où silencieux il glisse. Celui-là, au contraire, encombré par sa masse et ses membres énormes, se traîne pesamment. Ses pénibles efforts ralentissent son pas. Voici qu'il en arrive à un suprêmement beau, à la figure exquise, à qui dans tous ses membres, Vénus a insufflé une grâce charmante. Au contraire, cet autre, mal dégrossi, exhibe en plus d'un corps difforme, un sourcil hérité de poils et une queue au repli tortueux. Donc, on voit encore l'importance de l'Enargeia. La mention des ailes, de la queue, fait bien surgir la vision d'un bestiaire, mais c'est un bestiaire imprécis qui suggère plutôt des qualités, la légèreté, la pesanteur, la beauté vénuste et la perfection grossière, et pas des réalités. Donc il est question de style, mais il n'est pas question de mimésis. Et pourtant ça commence par métaphore du vêtement, donc on pourrait quand même penser au lambeau de pourpre d'Horace, et là pour le coup il me semble vraiment que ces esquisses d'animaux, c'est une manière de prendre le contre-pied d'Horace, qui refuse qu'on mette ensemble animaux paisibles et bêtes féroces, qu'on apparie les serpents et les oiseaux. Donc il y a une réponse, mais c'est une esquisse. Et du coup, ce qui me frappe, c'est que pour la métaphore de la bride à apporter au fourreau, même chose, il y avait la bride, donc on imagine bien un cheval, mais il n'y a pas de cheval. Donc on reste toujours dans l'esquisse. Et donc là, pour le coup, c'est une différence importante avec l'épître aux Pisons, qui convoque le bestiaire, donc soit sous forme proverbiale, ou à la fin avec le poète ours, la sangsue, enfin, on a bien de vraies métaphores. Et là, on peut confronter le fait qu'on a une esquisse à ce que dit Vida de l'usage des métaphores animales, puisque quand il traite des métaphores animales, il dit qu'il faut être prudent. On peut comparer des grandes choses à des petites, donc on peut utiliser les abeilles pour les Tyriens, mais on ne peut pas condamner les Troyens à des mouches, et on ne peut pas condamner Ajax à un âne. Donc il y a un problème lié à la nature de l'animal. Et donc je me suis dit qu'il condamnerait peut-être, alors c'est une comparaison que j'adore, que j'ai cherché désespérément dans tous les traités, que j'ai trouvé avant-hier, c'est ces moments d'exaltation qu'on peut partager avec presque personne, mais je partage avec vous. Alors, dans un traité que j'ai découvert aussi récemment, donc qui n'est pas dans l'anthologie poétique, qui est un traité de Sabinus, Georg Sabinus, donc école de Wittenberg. Enfin, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà consulté, où on trouve une comparaison qu'on trouve chez Lugel du travail de Virgile avec la façon dont l'ours engendre ses petits et les lèche pour les parfaits. Donc,
vous lis pas pour gagner du temps, mais c'est cette métaphore qui est utilisée ici. Alors évidemment, chez Sabinus, c'est pour exalter la perfection du travail de Virgile. Et je me suis dit que si cette métaphore-là ne figurait pas chez Vida, pas chez Scaliger, c'est qu'elle posait peut-être problème. Alors, problème pour plusieurs raisons. Il y a un premier problème, c'est que le passage de Lugel la cite pour dire il y a aussi des vers imparfaits chez Virgile, puisqu'il n'a pas eu le temps de lécher tous ses poèmes, puisqu'il est mort trop tôt. Donc, ce contexte négatif pourrait expliquer l'absence de la comparaison. Mais je pense qu'il y a une autre difficulté, et que cette difficulté, elle relève d'une raison ontologique. Alors, je la laisse de côté pour les poétiques dont on vient de parler, mais on y vient pour Scaliger. La première difficulté pour un poète aristotélicien, c'est que dans la poétique, Aristote distingue à 2 reprises l'homme de l'animal pour indiquer que la poésie est une spécificité humaine. Alors je vous rappelle 2 passages, pas dans l'ordre, mais dans l'ordre d'importance. Donc la première fois, c'est le chapitre 20, où il mentionne les bêtes pour préciser que seul l'homme a une voix intelligible, et le passage le plus important pour nous, c'est le chapitre 4, où il précise que l'homme se différencie des autres animaux parce qu'il est particulièrement enclin à représenter et qu'il a recours à la représentation dans ses premiers apprentissages. Donc si l'abbé qui butine est, depuis Lucrèce, Horace, Sénèque, la métaphore du poète et rend compte de l'imitation des auteurs, qu'est-ce qu'on a comme animal pour rendre compte de la mimésis? Et la réponse est qu'on n'en a pas, puisque l'imitation de la nature est une spécificité humaine. Donc c'est cette question dont traite Scaliger, mon 3e poéticien, dans le livre, un petit passage du livre 7 des Poetiques Libri Septem, où il revient sur toutes les questions qu'il n'a pas réussi à traiter, qu'il a besoin d'approfondir. Donc, il rappelle dans un premier temps comment les artisans se sont inspirés de la nature, et donc de plantes ou d'animaux. C'est le premier passage que je vous traduis. L'imitation est la plus grande part des arts. Le cordonnier, à partir de l'observation fortuite des écorces, pour le genre des animaux, les protections des ongles, se prépara à confectionner des bottines, même en cuir grossier. Plus loin, le cordonnier a reproduit les enveloppes des feuilles, le tisserand a inventé les fils et ses entrelacements à partir des œuvres des araignées. Mais cette métaphore-là, du tissage, qui est une des métaphores du texte depuis Homère, on ne peut pas la trouver chez un poéticien aristotélicien. Pourquoi? Parce que comme le rappelle Aristote dans l'exemple suivant, je vous lis, toutes les productions du poète Aristote leur a donné pour fin l'imitation, dont il a fait une qualité spécifique à l'homme seul parmi tous les êtres vivants. Tamquam peculiarem. Donc on ne peut pas le comparer à un animal. Et je pense que chez Scaliger, la conception de Virgile avec un ours serait même sacrilège en raison de la primauté qu'il accorde à une conception du poète démiurge. Virgile, c'est le poète perfectissimus, c'est le poète divin. Donc je vous ai mis je vais passer sur cette question-là, mais là, pour une raison ontologique, si Virgile est un dieu, il ne peut pas être comparé à un animal ou à un animal. Bref. Donc, pas de métaphore animale et végétale pour rendre compte de l'activité poétique. En revanche, on peut trouver des métaphores animales ou végétales pour le texte. Mais pas tellement. Donc, je vais relever tout ce que j'ai trouvé. Vous allez voir, tout ce que j'ai trouvé, c'est pas grand-chose. Donc, d'abord, on va avoir des précisions étymologiques. Donc là, j'en ai trouvé 3. Comme je vois que l'heure passe, je vous les signale juste, je pourrais vous les donner éventuellement.
Donc la première, c'est pour la sylve, j'en ai mis là. Donc il fait allusion à l'étymologie qui rapproche la sylve du silence, pour dire non, non, ça vient bien des bois, etc. Mais il le dit, mais il ne l'exploite pas vraiment. Même chose, et là pour le coup, pour moi, c'était plutôt une déception, la qualité du style Floridum. Je me suis dit, lui qui adore l'étymologie, va bien faire quelque chose avec Floridum. Rien du tout. Et ce qui est étonnant, c'est que, donc comme il fait souvent pour les qualités de style, donc là, vous voyez une petite explication, c'est quand même ultra réduit. En gros, Floridum, c'est un équivalent de Plénum, mais c'est plus parfait. Et il donne des exemples. Mais il ne commente jamais les exemples. Donc à nous de voir en quoi c'est Floridum. Là, l'exemple est instructif parce que c'est un passage de la première bucolique où on trouve justement la métaphore de l'abeille qui butine des fleurs. Vous savez, il va peut-être nous faire un petit quelque chose avec ça. Je pensais à Muret, qui a consacré une notion variée entière à la métaphore métapoétique de l'abeille et de la couronne. Rien. Et en fait, je me suis dit, pourquoi rien? Probablement parce que c'est évident, puisque une qualité du style, comme une idée d'Hermogène ou comme un caractère de Démétrios, comprend à la fois des res, des choses, et des propriétés stylistiques. Donc, pour illustrer le style Floridum, on prend un texte avec des fleurs, et ça suffit. Donc, nous, on voudrait aller plus loin, mais je pense que ça suffit. Et donc, les deux dernières étymologies, il y a le vers qui vient de Werere, c'est le sillon, et puis il y a le vers léonin, donc où il explique que c'est un problème si ça vient du lion, parce qu'on ne comprend pas, la queue est quand même plus longue que le ventre, donc c'est pas symétrique, etc. Mais bon, vous voyez, il n'en tire pas grand-chose. Alors, le seul exemple dont on peut peut-être tirer quelque chose, mais vous allez dire que vraiment sur ces deux vers, j'ai été beaucoup trop loin. Mais enfin, il fallait bien que je me raccroche. Donc c'est le dernier. Donc c'est les deux tout petits vers, hein, là-haut. Il y a cette disposition selon laquelle un vers se change en un autre vers. En effet, comme nous le lisons dans l'ouvrage de Théophraste sur les plantes et dans l'ouvrage d'Aristote sur les animaux, il arrive dans la nature, alors en plus vous voyez c'est aliqua ex quibusdam, donc j'ai traduit que des êtres vivants, et encore je glose, naissent d'autres êtres vivants. Alors là, je me suis dit, avec ça, on peut peut-être faire quelque chose, puisque donc, Scaliger est l'auteur d'un commentaire de livre du De Plantis du pseudo Aristote. Il est aussi l'auteur d'un commentaire sur les 6 livres sur les causes des plantes de Théophraste. Donc j'étais un peu regarder les commentaires. Bon, alors, en lecture cursive, c'est pas un commentaire ligne à ligne du texte grec, le gros boudin en latin. Et alors je suis tombée sur un passage qui m'a intéressée, c'est le troisième. Donc on est au début du commentaire du De Plantis du pseudo-Aristote, dans lequel il définit 4 objets d'étude. Une histoire des plantes, qu'il assimile à une peinture pour les oreilles. Ensuite, une distinction des espèces de plantes, les species. En troisième lieu, une étude des causes des plantes. Et enfin, une étude de leur génération. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est ça qu'il fait dans les Poetiques Libri Septem. Alors d'abord, il y a cette expression peinture auditive qui est utilisée dans la préface des Poetiques Libri Septem pour définir la poésie. Et puis ensuite, il y a la structure du livre. Le premier est une histoire de la poésie. Il s'intitule Historicus. Ensuite, l'attention portée aux distinctions des espèces, je pense que c'est ce qui caractérise la manière de faire de Scaliger, et donc ce que François Le Cercle a appelé sa compulsion taxinomique. Il adore classer des formes, et en ça, il adopte la démarche du naturaliste. Le passage là vient à la fin de la classification des vers. Au livre 3, on a la classification des restes, après la classification des genres,
et au livre 4, la classification des qualités du style. Et je vous ai mis un petit tableau synoptique pour vous montrer à quel point il adore élaborer des systèmes nouveaux de classification. Donc les 4 vertus, les 4 âmes, les qualités, et pour les qualités, il a été fait un système qui combinait toutes les autres, donc les 3 styles oratoires, les idées d'Hermogène, pour faire un truc qui ressemble à personne d'autre. Donc c'est son plaisir, la classification. Et enfin, la recherche des causes, au début du livre 3, il explique la structure de la poétique selon la recherche des causes. L'histoire, ensuite la matière, et puis la cause formelle qu'on trouve dans le livre 3 avec la forme aristotélicienne et puis la forme des poèmes, et au livre 4 avec les formes stylistiques. Et puis dernière chose, je me suis demandé si la mention de ce processus de génération par mutation ne faisait pas allusion à une question dont Scaliger traite à la fois dans son commentaire du De Causis Plantarum et dans ses Exotericae Exercitationes, donc ce sont ses réponses à Cardan. Alors, c'est une question qui a fait l'objet d'un article d'Andreas Blank, auquel je vous renvoie, qui explique que Scaliger envisage à plusieurs reprises l'apparition de nouvelles espèces de plantes comme une possibilité naturelle. Ce qui est un problème puisque ça contredit le fixisme qu'il pose comme base dans son commentaire du déplantisme. Là-dessus, il n'est pas du tout hétérodoxe. Et c'est doublement un problème parce que ça crée une tension avec sa théologie philosophique et sa conception du pouvoir ordonné de Dieu qui a créé le meilleur des mondes possibles. S'il y a des plantes nouvelles qui apparaissent, ça veut dire qu'avant, le monde était imparfait. Et donc, il déploie des trésors de raisonnement pour expliquer que c'est une espèce nouvelle, mais ce n'est pas une essence nouvelle, que c'était en puissance déjà dans la plante précédente, etc. Mais c'est une question sur laquelle il se distingue des autres naturalistes de son époque, et peut-être que là, c'est un petit effet d'annonce pour une question qui lui tient particulièrement à cœur. Donc pour conclure, on constate la diversité des métaphores exploitées par les 3 poétiques envisagées. Donc, si les poétiques de Vadian et de Vida partagent des visées éducatives qui s'expriment par des métaphores agricoles et recourent tous deux à des paysages poétiques, le premier se focalise sur les fruits que les jeunes gens doivent tirer de la poésie, tandis que Vida envisage aussi les fleurs des muses, symbole de l'inspiration poétique mais aussi des figures. Le premier privilégie l'image entendue comme exemplum, comme preuve, alors que Vida est sensible à la métaphore qui transporte les âmes. Les métaphores animales suscitent un questionnement spécifique, puisque Vadian ne les utilise que pour dénigrer les mauvais poètes, tandis que Vida semble les employer avec réserve, puisque Scaliger ne les emploie pas du tout. Ce dernier n'a recours à aucune métaphore agricole, végétale ou animale lorsqu'il évoque l'activité du poète, puisqu'il privilégie un modèle démiurgique. En revanche, il est sensible à l'étymologie de certains termes techniques, et surtout, il envisage la poétique d'une façon qui s'apparente à l'activité du naturaliste. Bon, merci, vraiment merci beaucoup Virginie. C'est un énorme travail que tu as fait pour nous, je pense que Florian, voilà. Je pense qu'il y a des gens autour de cette table qui sont très contents d'avoir entendu tout ça. Non, il y a vraiment une générosité aussi de l'enquête. Non, c'est là qu'on regrette d'avoir accepté. Non, maintenant je suis contente, sur le coup. Non, parce qu'on voit là les résultats tomber, j'ai lu il y a 2 jours, voilà, et il y a à la fois tout le savoir accumulé depuis longtemps, et puis l'enquête très généreuse du moment. Et c'est vrai que c'est impressionnant de voir, parce que tu as très bien montré, comment chaque poéticien a en fait son univers de particulier, avec
voilà, des métaphores particulières, des terrains particuliers, des exploitations particulières. Je trouve aussi ce qui est très intéressant sur un côté plus érudit, comment au fond certaines métaphores ou allusions, c'est la reprise évidemment des Georgiques, de Quintilien, de Piccolomini, etc. Voilà, et donc c'est des réseaux particuliers, c'est-à-dire qu'enquêter là-dessus, c'est enquêter aussi quand même sur la filiation de ces... et puis du coup sur les différences. Et alors, une chose que je trouvais très, très passionnante aussi, et qui est une des questions difficiles, hein, de l'opposition des régimes, quand est-ce qu'on compare à des animaux, quand est-ce qu'on compare à des plantes. Alors il me semble que, voilà, c'est ce que tu redis encore très, très nettement dans la conclusion, il y a plutôt donc un usage didactique et ornemental de tout ce qui est métaphore végétale, enfin le rapport avec cette gêne par rapport à l'animal, qui en fait souvent une sorte de fonctionnement satirique. Et donc, ou ces esquisses de Vidal, c'est quand même surprenant. On voit bien qu'il y a l'animal derrière, mais il n'est pas nommé. Il y a une bride, il y a une queue, il y a pas... Alors, il ne va pas au bout de la... On sent qu'il y a un début de métaphore, mais l'animal n'est pas là. C'est quand même assez curieux. Ça ne m'avait jamais frappé avant. Alors moi, juste peut-être une toute petite question qui était un étonnement sur ton point de départ. Où tu as dit, voilà, Fonzio Minturno, rien. Alors, et là, je me suis dit, alors, enfin, non pas que je te comprenne, mais est-ce que, parce que je pensais à la poétique française, où à mon avis, c'est presque impossible de trouver un traité qui ne se met pas dans ces métaphores-là. Alors, est-ce que chez Fonzio Minturno, il y a un discours qui dit vraiment, enfin, qui justifie le fait qu'il y a un silence? Non, alors déjà, bon, il faut voir, c'est pas le même type de poétique. C'est-à-dire que la poétique de Fonzio, on est au tout début des poétiques, et il y a une part très importante qui est accordée à la défense de la poésie. Donc contre les médecins, contre les juristes. Et donc la partie technique poétique, elle se trouve dans le livre 2, où on a une série de conseils. Où là, quand tu m'avais parlé, je me suis dit, voilà, je savais que les conseils étaient empruntés à Horace parce que j'avais travaillé là-dessus. Je me suis dit, je vais retrouver les métaphores horaciennes. Pas du tout, puisqu'il dit, l'officium, c'est faire ci, faire ça. Donc, il n'y a pas de parce que son style n'est pas métaphorique. Et après, il n'y a rien sur les figures de style. Il ne faut pas employer trop le surnaturel, des choses comme ça. Mais il n'y a pas de métaphore. Et pareil, Minturno, je m'attendais à en trouver. Mais non, parce que, en fait, ce qui l'intéresse, c'est de mettre en place une nomenclature aristotélicienne ultra précise. Donc, à chaque fois, il reprend les 6 qualités. Je cherche, je vais y arriver. Il y a celle de la disposition et les autres, les 6 là qu'on a pour la tragédie chez Aristote. La fabula. Bon. Bref, en tout cas, il applique des nomenclatures aristotéliciennes, et donc il n'y a pas la place pour des métaphores. En fait. Et donc ça a été... alors, j'ai fait des sondes, enfin, tu vois, mais celle-là, j'ai quand même beaucoup travaillé dessus, donc j'avais pas... Parce qu'il n'y a pas de concordance. C'est une volonté très spécifique de... Tu vois, parce que dans les débats français, c'est autour de la défense et d'Anneau, hein, quand même. La défense est remplie de métaphores. Et donc le contradicteur, Anneau, dit, voilà, il faut être fou pour écrire de cette manière. Voilà, on doit faire une poétique, enfin c'est pas exactement une poétique, mais est-ce qu'il faut être... Enfin, ça ne doit pas passer, il doit y avoir un style didascalique. C'est un style didascalique. Et donc là, il y a un choix très clair, mais il faut être même astucieux, parce que même en voulant être didascalique, on arrive forcément à avoir des métaphores. Mais quand tu vois le paysage métapoétique du début, là où il va pas mollement quand même, tu te dis, oh, c'est chouette, on va voir. Après, il y a quelqu'un qui écrit un peu différemment, mais c'est pas un vrai art poétique, c'est Racine. Oui, alors dans le Cicéronianus, ça c'est une source. Tout à fait, mais c'est pas un traité de poétique. Exactement. Et en plus, on est dans la lignée du décopia, enfin il y a des adages. Donc, alors là, oui, on a beaucoup de bêtes, enfin les singes, les abeilles. Mais pour les coups, enfin, tous les textes sont dans le livre, là,
le passage sur les abeilles du Cicéronianus, il y a un passage de Policien, ou la lettre de Pétrarque. Donc du coup, j'ai pas repris parce que je me disais ça fait... Oui, les lettres de Pétrarque aussi. Oui, les lettres de Pétrarque. Bah, celle de Piccolomini, vous avez vu. Donc en fait, je pense que ça tient aussi au style du traité. Donc un traité, c'est technique. Sauf Vida, qui écrit en vers. Et puis après, Vadian, qui est extrêmement quintilianisant. Et quintilien, c'est très métaphorique. Bien sûr. Donc, alors que finalement, Minturno, il est cicéronien. Alors il y a des métaphores chez Cicéron, mais moins que chez... Et Scaliger, pareil, j'ai été super déçue. Non, mais c'est pas déçu. Non, mais quand je dis déçu... T'es pensé de la poétique, t'es poétique. Scaliger, il ne s'intéresse pas à la métaphore. Non, alors si pareil. tu veux, même sur la... Non, c'est nul son truc qu'il sur la en métaphore. emploie pas, c'est que Ouais. la métaphore, donc, Oui, il y a oui. quand même un aristotélisme très particulier. Ah oui, oui, oui. Notamment, Non, j'ai rien trouvé dans le chapitre sur la métaphore. Il énumère quelques métaphores. Il faut que ça soit adapté. Alors il y a Didon et le Rocher. Mais il n'y a pas de théorie de la métaphore. Ça l'intéresse pas tellement. Je pense. Mais enfin, je pense que c'est aussi lié au fait que tous les exemples de métaphores chez Aristote, ils sont homéliques. Et Oui, lui, il y a est ça. dans cette manière de renverser, c'est très important. C'est vrai. Non, et le plus fou, c'est que l'exemple de métaphore le premier chez Aristote, c'est un chien. Donc ça commence par un animal. Mais non. J'ai une question, parce que du coup, comment vous expliquez qu'alors, au même moment, on s'intéresse beaucoup aux traités grecs sur la raison animale, qu'on les retraduit, qu'on les retravaille, comment vous expliquez que l'utilisation de l'animal est du coup, pour vous, pour votre corpus, uniquement utilisé comme vous avez dit satirique, mais pour se distinguer de l'homme? Alors même qu'on a un corpus qui s'intéresse un petit peu à l'inverse, quoi. Le seul chez qui je vois une explication claire, c'est Scaliger et sa conception du poète divin. Là, il y a vraiment une fracture ontologique. Enfin, et Virgile. Les autres, ça me semble plus mystérieux. Vraiment plus mystérieux. Ouais. Parce que je vois pas pourquoi chez Vadian, par exemple, il n'y a rien contre l'anime. Parce que chez Vida, il y a cette réserve sur... il explique que quand il étudie les comparaisons homériques, attention les mouches, attention les ânes, il faut prendre un animal qui est noble. Donc là, on voit qu'il y a quand même une réflexion sur le lien avec la culture, en tout cas, ou la sauvagerie. Vadian, je vois pas pourquoi. Mais comme il y en a très peu, est-ce que c'est significatif? Je sais pas. Enfin, c'est pas problématisé. Moi, je travaille sur les métaphores que j'ai rencontrées. C'est moi qui dis que... Enfin, oui, je vous expose ce que j'ai trouvé, mais il n'est dit nulle part, on ne doit pas utiliser... Et pareil, il n'y a pas d'abeilles. C'est quand même... Mais parce que les abeilles, on les trouve dans tous les traités sur l'imitation des auteurs. Alors que les traités là, enfin, en tout cas Aristote c'est plutôt de la mimésis, donc là on voit bien pourquoi ça ne marche pas. Et qu'il n'y a pas d'abeilles chez Quintilien. Et même pour les chants des oiseaux et les chants du poète, etc., ce serait plutôt dans ce dernier corpus que vous évoquez. Oui, ça on trouve soit dans les correspondances, parce que là on a un style qui est extrêmement fleuri, soit dans le Cicéronianus d'Erasme, mais là il y a vraiment des animaux en permanence. Alors j'ai pas vérifié, parce que j'ai pas eu le temps, s'il parle de l'ours. Comme elle a une conception du père... En tout cas, il en parle dans les adages. Oui, mais là pour le Cicéronianus... Est-ce que dans les adages, il y a un exemple sur le discours? Oui, je pense. C'est pas que sur l'éducation. Et il y a aussi une autre perturbation, c'est que, mais je pense que tu as raison sur ton interprétation, mais dans ces années 1550, on sait que c'est faux. Que
que l'ours lèche pas ses petits. Ouais. Non, mais il y a aussi Oui. ça peut jouer aussi. Je sais pas s'il n'y a pas de discours vraiment étanche. Ouais, La politique qui recopie et les discours qui, disons, scientifiques qui se multiplient. Je crois que c'est des choses vraiment scindées. Ce qui répond à votre question. Ce qui répond à la question. Voilà, exactement. En fait, parce que les traités sur les animaux sont complètement étanches et dans une perspective complètement différente des traités poétiques. Et le travail qui est fait dessus est fait quand même par des philosophes et surtout par des médecins qui les utilisent quand même dans la perspective de fonder la différence de l'homme. C'est-à-dire, voilà, les hommes sont capables d'imiter les animaux s'ils le souhaitent, alors que l'animal n'est pas capable d'imiter l'homme. Ça permet de fonder quand même un clivage, toutes les discussions autour des singes, etc. Mais du coup, ça n'engage pas du tout la question des discours, et en plus le discours articuler la spécificité humaine, donc par définition ça n'entre pas dans la comparaison avec l'animal. Je pense qu'il y a une espèce d'étanchéité philosophique et ontologique qui fait que ça circule pas. En même temps, Scaliger, il est médecin. Oui. Oui, mais je pense que c'est quand même des domaines... Ouais, ça doit être... C'est des traditions différentes aussi. La tradition satirique et la tradition de la réflexion philosophique sur l'animal ne communiquent pas. En tout cas, pas beaucoup. Oui, merci infiniment, c'était fascinant et oui, je trouve aussi passionnant cette idée que la poétique de Scaliger, enfin, ce parallèle fait avec le traité naturaliste, enfin, voilà, c'est mon enthousiasme tout à fait comme idée. Justement, à cet égard, je me demandais, est-ce que parfois on trouve des outils techniques agricoles utilisés, par exemple la presse à raisin, est-ce que ça peut être... parce qu'on parle de technique poétique, alors justement, est-ce qu'il y a une technologie aussi dans les métaphores ou pas du tout J'ai pas vu. Alors, après, ce qu'il faudrait peut-être regarder, et ce que j'ai pas fait, c'est... mais je vois... C'est la façon dont il parle des récits. Parce qu'en fait, dans la poétique de Scaliger, dans le livre 3, il y a une première très grande partie qui énumère la réalité à imiter, puisqu'en fait, on ne doit pas imiter la nature, mais la nature filtrée par Virgile. Et donc, il reprend la description du monde filtrée par Virgile. Et là, il y a peut-être des choses sur l'agriculture, les géorgiques. Alors, ça ne serait pas métapoétique, mais ça pourrait être intéressant. J'ai pas regardé, parce que c'était pas dans mon... mais ce qu'il dit sur l'animal, peut-être on pourrait retrouver, pour le coup, des choses plus conformes au discours contemporain, sur les techniques. Et juste encore une toute petite chose, c'était sur le platane, parce que je me demandais pourquoi le choix du platane, parce que ça me faisait penser à Cyrano de Bergerac, enfin, plus du tout dans le domaine de la poétique, mais quand il parle des amours d'un homme et d'une plante, c'est un platane. Il y a toute une scène érotique où le roi perse Artaxerxès est sous son platane et reçoit les sécrétions de l'arbre sur lui. Donc je sais pas... Il faut demander à Platon. Donc je sais pas s'il y aurait une filiation, enfin, est-ce que le choix du platane est... Alors, peut-être... Alors, il faudrait sûrement regarder dans les commentaires de Cicéron, voir si des humanistes peuvent commenter l'art, parce que c'est tout à fait le genre de choses qu'ils font dans les commentaires. C'est ça, ouais. Mais Platon ne dit pas pourquoi le platane, et après les autres, platane parce que Platon. Enfin, c'est comme ça. Ouais, mais du coup, je me posais la question, est-ce que Cyrano, finalement, joue aussi, finalement, avec Platon, Platane surtout Cicéron, quand même. Ouais. Enfin, c'est l'arbre de la discussion sur la beauté. Ouais. Du coup, il est marqué comme ça, il est codé. Je sais pas. Et encore une dernière interrogation sur la courge. Ça en était sûr. Non, parce que je me suis intéressée c'est pour vous, à la courge, aux incucurbitations, et je trouvais ça étonnant. Et non, mais ça me faisait penser à... Enfin, moi, j'avais un peu pisté la courge dans la tradition italienne. Par exemple, chez Doni, qui écrit un texte qui s'appelle la Souka, où finalement la courge devient un emblème métatextuel, donc un texte voué à la caducité. Alors, je n'ai pas le texte de Doni en tête, je ne sais pas s'il parle de fumier,
mais du coup, c'est un emblème assez négatif. Et puis Follengo aussi, dans le Baldus, quand à la fin, le narrateur s'engouffre dans une courge, une souka. Et je ne sais pas, mais cette courge, elle disparaît un peu dans la tradition française, parce que par exemple, dans les traductions de Follengo, souka n'est plus traduit par courge, mais par coquille, en fait. Donc, j'avais l'impression qu'il y avait une filiation, parce que c'est chez Giovanni Pantano. Oui. Voilà, donc... c'est le seul texte où vous avez... Oui, c'est la seule courge. C'est la seule courge. Dans les traités poétiques, c'est Non, dans les traités poétiques, c'est... Oui, mais c'est pour ça que j'étais étonnée de la... Non, après, pour avoir, je pense, des courges et des bestiaires rigolos, il faudrait reprendre justement les Piccolomini, enfin plutôt ce qui est Quattrocento, italien, les corpus de correspondance. Justement, à propos de Piccolomini, donc c'est la fable de la renarde qui méprise les testicules, je me demandais les rapports de filiation ou pas, avec normalement le sens, c'est aussi le raisin qui méprise, le renard qui dit que les raisins étaient trop verts, c'est la même idée. Oui, c'est la même. Il s'agit du même animal. Ouais. Et comment est-ce qu'on remplace les testicules par les raisins, c'est un peu plus acceptable, ou est-ce que ça, je ne sais pas si c'est une question. Mais j'ai pas réussi à le pister, parce que, en fait, donc il y a une édition critique de Vadian, et donc la référence qui est donnée par l'éditeur, c'est une lettre d'un Allemand, où on retrouve l'épisode. Après, je me suis dit, Piccolomini, quand même, ça peut être une source, parce que Piccolomini était à Vienne, que Vadian a été à Vienne. Enfin, là, je pense qu'il y a pu avoir une circulation. Je suis pas sûre que Piccolomini n'invente... Enfin, je ne sais pas quelle est la première source. Parce que j'ai lancé Renard dans tout un tas de corpus. Renard dans tout un tas de corpus. Et puis, donc, un peu renard, testicule, enfin, comment on fait. Mais il y a un jeu avec testes, le témoin, ce qui aurait un double sens à ces testicules. Testis. Ah, c'est possible. C'est pourquoi noir, pour son jeu de mots là-dessus. Je me suis demandé ce qu'un... Parce que, quand même, la formulation de Vadian laisse à penser que pour son lecteur, c'est clair. Oui. Moi, quand j'ai lu la première fois, je ne voyais pas du tout où je voulais en venir avec son histoire de renard qui délaisse les... Donc c'est peut-être diffusé par voie allemande, dans les recueils de proverbes, peut-être même en source profane, je sais pas d'où ça vient. Je connais pas les... C'est la première fois que je le voyais, mais c'est peut-être ultra répandu dans ces milieux. Enfin, sans doute, vu un peu la formulation. Vu la formulation. C'est la prochaine enquête. Le prochain article, tu auras beaucoup de succès. Comme le titre d'article, la renarde, c'était les testicules. Comment faire venir les gens néo-latins? J'en suis là. Et je me demandais, alors, plus sur la métaphore, mais sur ces corpus que vous connaissez très bien, à quel point sont intégrés des animaux exotiques qu'on redécouvre? Parce que Paul Smith a sorti son livre sur les emblèmes et l'histoire naturelle, et il y a beaucoup de choses sur ça, sur cette intégration d'un nouveau monde. Est-ce que vous pouvez dire le problème, c'est que on a l'impression qu'ils évoluent dans un univers un peu coupé du monde, même si on les confronte aux problématiques. Enfin, je pense à Minturno, par exemple. Le traité qu'il compose en latin et le traité qu'il compose en italien n'ont rien à voir. C'est-à-dire que dans le traité en italien, il va prendre en compte toute la production poétique contemporaine, les canzoni, etc. Là, on a quand même l'impression que le traité poétique néo-latin, ils sont dans un univers clos, antique, avec des exemples antiques. Donc je dirais qu'il peut... J'ai pas vu d'animaux exotiques, mais il pourrait y en avoir dans une citation de Virgile. Mais par ce biais-là, et là pour le coup j'ai pas mené l'enquête, mais il n'y a pas grand-chose de référence. Ça pourrait être écrit presque n'importe... C'est atemporel. C'est assez... parle avec l'Antiquité. C'est assez surprenant. On n'aura pas dit.
Non, c'est impossible qu'il y ait un hippopotame. Voilà. Donc, Et pourtant, il y en a dans les emblèmes. mais il y en a chez Pline, hein, Oui. il pourrait y en avoir par Et Pline. Mais là, en fait, on rediscute les textes de poétique ancienne. Oui. On va pas Non, trouver alors, Oui, oui. où il y en a, parce que... ah, pardon, si, il y a des crocodiles. Parce que justement, je voulais faire un truc sur le crocodile, et puis j'ai pas le temps. Parce qu'il y a des crocodiles dans la poétique, et il y a des crocodiles dans les exercitationes. Et il y a un débat sur le crocodile en conflit avec Cardan, mais là dont je ne me souviens absolument pas, mais où je m'étais noté que c'était intéressant, qu'il fallait mener une enquête, et puis là ça m'emmenait sur des voies que j'ai pas... mais je pense dans les exercitationes, il doit y avoir des choses. Parce que là pour le coup ce sont des questions philosophiques qui sont examinées. Mais c'est un traité qui est très peu étudié. On en parlait tout à l'heure aussi, il faut avoir du courage pour se lancer sur ça. C'est hard. Il n'y a pas non plus de mention d'éléphant ou bien dans les. Comme on retrouverait chez Dubellay par exemple, Bah, j'ai pas vu, pour le temps de gestation justement des œuvres. Ah non, ça. Absolument pas. Là, il y a, en métapoétique, il n'y a déjà pas d'animaux, j'allais dire, domestiques. J'ai pas vu. Après, pareil, est-ce qu'il y a des éléphants dans les restes? Il faudrait aller voir. Ça, je peux regarder. Et l'éléphant, c'est Pline, donc c'est voilà, on reprend le savoir ancien. Ouais. Il s'est jamais mis en relation avec un éléphant. Non, mais sur les... Il y a quand même beaucoup de choses sur les générations. Ce qu'il y a dans les discussions contre Cardan, il y a tous les animaux bizarres là, qui font des générations spontanées, où ça vient des astres, de la lune. Donc ce type de phénomène est pris en compte. Donc il y a peut-être des choses... mais pas dans le traité. Il y a des êtres hybrides, la sirène. Parce que Horace, il parle, dans ses chimères, il parle de sirène. Bah, elle est femme poisson, enfin il y a l'hybride initial, Ouais. mais qui est quand même ultra... C'est pour ça que je trouve que c'est assez audacieux de la part de Vadian, parce que quand même tous les commentaires de la poétique d'Horace critiquent l'hybride, et justement, quand il commente l'hybride initial, ce qui est problématique, c'est le mélange des règnes. Donc les poissons, enfin le règne et les poissons avec les animaux terrestres. Alors là, aller dire il faut qu'il y ait que les vers qui se suivent correspondent à des animaux différents, c'est quand même très hérétique sur le plan. Alors peut-être que c'est pour ça qu'il n'ose pas, il va masquer, enfin je sais pas. C'est vrai. Et quelle a été la diffusion de la poétique de Vadian? Bah, j'en sais rien, enfin, à la limite c'est à vous. Enfin, non mais je veux dire par là, si il y a des éditions, mais après, c'est d'abord un cours. on sait pas, c'est pas sûr que ce soit d'abord un... Enfin, il dit j'ai fait ça à la demande de mes élèves, mais il dit pas exactement que c'est un cours. Foncieux, ça doit être un cours au départ sur Horace, ça a été lancé. Non, c'est pédagogique, il dit je m'adresse aux jeunes gens. Après, dans quelle mesure ça a servi et ça a été diffusé, moi je peux vous dire, il y a telle édition. Parce que ça a été publié où? À Vienne, Chez Séverine, 1518. Je pense que Vida est plus diffusée, on voit bien pourquoi. Enfin, dans la poétique française, c'est impressionnant. Ah Vida est une référence. Oui, puis il y a une édition jusqu'à la française fin de Vida. Pendant très longtemps, je ne pense pas que ça s'arrête au 16e. 1527. Alors que Vadian. En plus, adressé au fils de François Ier, je pense que là, mon Charles Quint, il a dû un peu se dire le protecteur des belles lettres, c'est François Ier. Oui, c'est des rapports de vie avec la France. Voilà, c'est ça. Vadian, Et Scaliger est vraiment extrêmement diffusé. Par les jésuites. Et Scaliger a lu Vida. Enfin, il le cite. Il le cite dans l'Hypercriticus. Alors après, on ne peut pas dire qu'il s'en sert vraiment. Enfin, c'est quand même aux antipodes, l'idée. Non, mais pour le contrecarrer. Il dit que c'est n'importe quoi. Ah, voilà, ouais. En fait, quand il parle, il dit je suis obligé d'écrire une poétique
Parce que ce qu'il y a déjà, Aristote c'est fragmentaire, Horace c'est ni fait ni à faire, donc il donne un plan de la poétique en 28 parties pour expliquer que c'est n'importe quoi. Et Vida, même chose. Donc il faut bien que je prenne les choses en main, puisqu'avant moi, donc c'est ce qu'il pense de Vida. Dominique, pour les questions de scansion d'horaire. Oui, on va peut-être. Est-ce qu'on prend juste 2 minutes de pause?